Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour notre émission consacrée à un constructeur. Et ce constructeur aujourd'hui, c'est Kia. Alors je ne vais pas dire Kia Motors, ça c'est fini. Nous avons avec nous le président de Kia France. Bonjour à vous Marc Edrich. Bonjour Aurélien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc parler de tous les changements de Kia qui concernent Kia en ce moment. L'occasion de balayer tous les sujets de ce début d'année 2021 avec nos consultants en face de vous pour vous questionner également. Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux, merci à vous d'être là. À vos côtés, Bernard Desbouvry. Bonjour. Merci à vous également. Bonjour. BDC Consulting. Peut-être la première question, Bernard Julien, pour Marc Edrich, tout nouveau, ça fait une dizaine de jours, président de Kia France. Oui, évidemment, la première question que je me pose, c'est comment avez-vous fait en Europe et en France pour gagner des parts de marché cette année? C'est-à-dire que vous baissez, certes, mais vous baissez moins que ne baisse le marché, ce qui vous permet de continuer cette progression en termes de parts de marché. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est votre offre de véhicules nouvelles énergies qui est au cœur de cette réussite relative par rapport à la concurrence, ou bien est-ce qu'il faut y voir la continuité du travail que vous avez fait plus généralement sur vos réseaux, sur les produits, sur le design de vos produits, toutes choses qui vous permettent finalement de creuser de faire votre progression européenne depuis d'assez longues années maintenant, mais quand même avec une accélération relativement nette depuis 2 ans. Donc quelle interprétation faut-il proposer de cette progression des parts de marché de Kia, qui est d'ailleurs assez homologue, une nouvelle fois, avec ce qu'on constate chez Hyundai, même si vous êtes 5000 voitures au-dessus de Hyundai cette année, comme vous étiez 5000 voitures au-dessus l'année passée, il me semble. Alors les chiffres d'abord, donc on est passé entre 2019 et 2020 de 2% de part de marché à 2,4%, et c'est vrai que c'est pour nous fondamental. J'ai qualifié cela de changement de dimension. Ça paraît pas grand-chose sur un marché qui est en forte baisse, mais quand le marché va revenir à plus de 2 millions de voitures, 0,4 ça fait 8000 voitures, donc c'est simplement énorme pour nous. C'est le résultat d'une stratégie, c'est pas le résultat d'un claquement de doigts, donc c'est le résultat d'un travail qu'on a engagé en 2015, fin 2015, quand je suis arrivé chez Kia France. C'est la 5e année d'affilée où on augmente la part de marché. Donc là, elle augmente très fortement, mais ça fait 5 ans. C'est une combinaison de facteurs. Ce n'est pas simplement notre offre de véhicules électrifiés, qui c'est vrai fonctionne très très bien, mais c'est aussi un travail de fond qui a été fait avec le réseau. Je pense être quelqu'un qui croit énormément en la valeur ajoutée des réseaux, qui a été pour la 3e année consécutive sur le podium de la Côte d'Amour des constructeurs du CNPA, et on est même sur la première marche du podium des constructeurs généralistes, devant Toyota et devant Renault. C'est pas par hasard. Aujourd'hui, les investisseurs veulent être concessionnaires Kia et représenter la marque en France. Donc c'est le résultat, encore une fois, d'un travail. Donc la valeur ajoutée des réseaux, des bons produits, une stratégie claire, un beau design. Il ne faut pas oublier que le premier critère d'achat en France, ça reste le design. Et je pense que nos voitures plaisent. Juste pour une petite précision chiffre, donc c'est moins 13,3% qui a en 2020 dans un marché qui est à moins 25. Voilà, exactement. Ça vous fait. Sachant que vous êtes en France pratiquement 1 point en dessous de vos parts de marché européennes. À quoi vous attribuez cette espèce de petit décalage qu'on peut constater? Il y a toujours eu un décalage sur des marchés comme la France et l'Allemagne, où on a des constructeurs locaux qui sont très puissants. Les Français et les marques assimilées françaises telles que Dacia et maintenant Opel tiennent presque 60% du marché depuis 30 ans. Donc, il y a moins à gratter que sur des marchés plus épars, comme ça peut être le cas du marché hollandais ou du marché anglais aujourd'hui. Absolument, c'est beaucoup plus compliqué de grimper. Donc c'est ce qui explique la différence entre l'Europe et la France. Même si la France a pris 0,4, l'Europe a pris 0,3. Donc on a continué à grimper en Europe, mais on a contribué plus que d'habitude. Alors avant de se pencher sur le nouveau logo, les nouveaux visuels, une question, Bernard Desbouvry. Oui, vous avez mentionné comme premier critère de réussite la bonne relation que vous avez avec votre réseau de concessionnaires. Alors je dirais, la plupart des constructeurs essayent d'avoir de très bonnes relations avec leurs concessionnaires. Qu'est-ce que vous avez fait de plus ou de mieux que les autres pour avoir cette cote d'amour? Pas tous. Pas tous. Il y a pas mal de constructeurs qui considèrent le réseau comme un mal nécessaire.
qui disent voilà, le coût de distribution suivant les marques, c'est à peu près entre 25 et 30 points depuis des années et des années. Et donc, si j'arrive à réduire ça fortement et donc à me passer de mon réseau, je vais gagner beaucoup plus d'argent. Moi, je ne suis pas nécessairement sur cette longueur d'onde-là. Ça ne nous empêche pas de réduire les coûts et de demander au réseau de réduire les coûts, mais on essaye de travailler véritablement main dans la main. Donc je ne fais rien contre mon réseau. Je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que le réseau va en penser, à quoi ça sert. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à tous les collaborateurs de Kia France de changer de vocabulaire. Ça paraît rien, mais de dire non, vous n'allez pas infuser quelque chose au réseau. Non. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi le réseau en a besoin. Et cet état d'esprit, donc, on l'a mis en place depuis 4 ans. Et puis, c'est une histoire d'amour, on va dire, qui dure aujourd'hui et qui se passe très bien. Donc, encore une fois, c'est pas un claquement de doigts, c'est une stratégie long terme. Je travaille avec le groupement, je visite les concessionnaires, je vais sur le terrain, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être au siège en regardant ces chiffres, sans aller checker sur le terrain comment se passent réellement les choses. Oui, alors il y a une autre caractéristique des réseaux comme le vôtre, qui sont des réseaux qui sont constitués depuis relativement peu, si on les compare aux autres, c'est que vous avez un parc circulant qui est relativement limité. Oui. Donc vous avez une contribution de la prévente à l'activité du réseau qui est plutôt plus faible, et de la pièce du reste, que ce qu'on va trouver ailleurs, quoi. Ça veut dire que vous êtes amené à permettre au réseau de vivre avec la vente de voitures essentiellement, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous aime, parce que gagner de l'argent avec la voiture neuve, c'est devenu très très compliqué dans la plupart des réseaux généralistes mûrs, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas, pour un investisseur, une espèce d'attrait qui est tout simplement lié au fait que vous payez les gens pour vendre des voitures? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, les concessionnaires Kia vont gagner de l'argent avec les voitures neuves. Mais quand vous regardez tous les paramètres du fonctionnement d'une concession automobile, en 2020, les concessionnaires ont augmenté leurs profits sur tous les paramètres. Donc, que ce soit le VN, que ce soit le véhicule d'occasion, que ce soit la prévente, le service et le financement. Donc c'est aussi le résultat des 4 ans de la stratégie qu'on a mis en place depuis 4 ans. Donc le parc, c'est clair, ne permet pas de couvrir autant les frais fixes que chez Renault ou chez Citroën, mais on a quand même un business après-vente chez les concessionnaires qui ne fait que progresser. Et d'ailleurs, à fin octobre, donc les chiffres étaient les suivants, un réseau qui gagne 1,4%. On va finir, je pense, entre 1,2 et 1,3 parce que le mois de novembre a bien entendu été plus mauvais. Et 1,2, 1,3, c'est exactement le chiffre de rentabilité que le réseau avait l'année précédente. Sauf que ça se fait à chiffre d'affaires équivalent. Donc, on a un mix de ventes plus un mix des autres activités qui fait que le chiffre d'affaires total des concessions qu'il y a, en dépit du fait que le marché ait chuté de 25%, le chiffre d'affaires qui ont permis de maintenir. Absolument. Alors avant de parler modèle et électrification de la gamme, on va justement quitter un peu la France et parler de la stratégie de groupe de Kia, donc, qui n'est plus donc Kia Motors depuis quelques jours. Qu'est-ce que cela signifie déjà ce changement de nom, changement de visuel? On va découvrir le nouveau logo. Quelle est cette stratégie, le plan S, je crois? Alors là, vous voyez en fait le résultat du plan S qui a été présenté à la presse il y a à peu près 6 mois. En fait, le diagnostic qui a été posé par notre top management, c'est de dire les besoins de mobilité changent fondamentalement dans le monde entier. On voit des nouveaux acteurs, que ce soit des nouveaux acteurs constructeurs automobiles type Tesla, Rivian, etc. Mais on voit aussi des acteurs de la tech qui commencent à mettre un pied dans l'automobile. Et donc, il faut pouvoir réagir par rapport à ça. Plus la réglementation, un point qui est quand même très important, la réglementation et notamment la réglementation environnementale qui ne fait que se durcir partout dans le monde entier, pas simplement à Paris, mais partout dans le monde entier. Et donc, quand vous posez ce diagnostic,
on se dit qu'on ne peut plus en fait faire des petits ajustements à la petite semaine, des petits réglages comme ça pour améliorer, on va dire, le système. Donc on s'est posé pas mal de questions et on s'est dit qu'il fallait faire une révolution. Et donc le changement de nom qui paraît très cosmétique, on passe de Kia Motors à Kia. Mais on abandonne le point Motors, et je peux vous dire que pour le constructeur, donc pour la Corée, c'est quelque chose de très fort. On change le logo, on change la charte graphique, etc. Mais ça reste de la cosmétique. C'est une vraie renaissance. C'est une vraie renaissance et comme toutes les renaissances, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc on est rentré dans une course de fond, dans un marathon qui va durer 4 ans, 5 ans et qui va faire qu'on va aller de plus en plus vers l'électrification à outrance et vers la mobilité et proposer de la mobilité comme un service. Et ça, on va dire, on l'a encapsulé dans le nouveau logo que vous avez vu et on l'a encapsulé dans une nouvelle signature de marque du mouvement Via l'inspiration qu'on a lancé la semaine dernière. Que l'on voit sur les écrans justement à l'instant. Et alors, proposer quel type de service et avec quel type de véhicule c'est des choses qui pour l'instant n'existent pas? Alors, il y a des choses qui n'existent pas, qui vont exister relativement rapidement. On a annoncé qu'on allait faire ce qu'on appelle des PBV, donc Purpose Built Vehicle. On a du mal à trouver l'expression française. En française, on utilise l'expression véhicule utilitaire, mais honnêtement, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment des véhicules faits en fonction de l'usage. Sur mesure, en fonction des services. En fonction véritablement du client. Donc, ce que j'expliquais à vos collègues avant-hier, je crois. Je prenais un exemple, c'est que dans la mobilité VTC, il n'y a pas un acteur dans le monde, à ma connaissance, qui gagne de l'argent. Pas un. C'est un coût pour tous les constructeurs automobiles. Et puis pour tous ceux qui y sont. Uber est loin de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans qu'on produit des voitures comme des couteaux suisses. C'est-à-dire des voitures, et on le fait très bien, des voitures qui sont capables de rouler à 200 en Allemagne, de rouler à 130 en France, à 120 en Belgique, de freiner sur 35 mètres ou sur 50 mètres, d'avoir des clims qui vont en Arabie Saoudite ou des clims qui servent à chauffer rapidement le véhicule dans les pays nordiques ou des pays tempérés, d'avoir des petits coffres, des grands coffres, de rouler dans des voitures insonorisées aussi bien à 60 qu'à 130, etc. Donc un couteau suisse, un merveilleux couteau suisse. Pour des véhicules destinés à un usage particulier, vous n'avez pas besoin de considérer tous ces coûts. Donc si vous prenez une voiture type Uber, vous n'êtes pas à l'avant de la voiture, donc on pourrait imaginer dire voilà, j'enlève le siège avant, c'est déjà un coût que j'enlève. C'est des voitures qui vont rouler dans Paris ou dans les grandes villes et qui vont aller à l'aéroport. Je n'ai pas besoin de faire une voiture qui est capable de rouler à 130 ou 140 km/h pour ça. Je peux faire une voiture qui roule jusqu'à 80 ou 90 km/h. Je n'ai pas besoin donc d'insonoriser autant la voiture ou de réduire énormément les bruits d'air. Tout ça, ce sont des coûts. Et donc, c'est ça le Purpose Built Vehicle. C'est considérer le client qu'on a véritablement en face de nous et lui fabriquer un véhicule qui est destiné à ce client et à personne d'autre. Pour une flotte de taxi, pour une flotte de VTC, pour de l'autopartage? Pour de l'autopartage, pour des clients type FedEx ou UPS, pour la livraison, qui ont besoin de livraison. On peut même aller beaucoup plus loin en disant, voilà, aujourd'hui dans les entrepôts, dans les gros entrepôts d'Amazon ou les gros entrepôts quel logisticien, vous avez des petites plateformes qui peuvent se déplacer. Donc tout ça peut se déplacer avec un moteur, avec 4 roues. Il faut le vendre, il faut l'entretenir. Donc c'est un vrai business qui est à créer. L'un de vous sur ces évolutions Oui, alors moi ce qui me paraît intéressant par rapport à cette option stratégique, c'est d'avoir une interaction très très forte entre la dimension constructeur et la dimension service, quoi. Alors que d'habitude on a un peu disjonction des deux, on a la dimension industrielle avec des cahiers des charges fonctionnels qui, comme vous dites, sont tellement exigeants qu'on arrive à avoir des surcoûts relativement importants par rapport à ce qui serait nécessaire dans un usage. Et donc là, il y a l'idée de faire interagir l'habileté des ingénieries avec le service rendu, quoi. Et ça me paraît effectivement une assez bonne manière de poser la question du service, parce que ça donne un vrai avantage compétitif aux constructeurs
par rapport à ce que pourrait faire Google ou un autre sur une base qui serait uniquement fondée sur le hardware. Ouais, ou sur le soft, quoi, enfin, sur la partie identification du service. On va faire les deux. Alors après, effectivement, toute la problématique, c'est qu'est-ce qu'il faut changer dans la manière de faire travailler les ingénieries? Qu'est-ce que ça change dans les usines? Enfin, est-ce que c'est colossal, c'est une vraie révolution. Voilà. Donc l'acronyme qu'on définit tous, c'est MAS, Mobility as a Service. Mais tout ça, une fois qu'on l'a dit, il faut. Voilà, absolument. Quand ça fait 50 ans qu'on développe les voitures de la même façon, il faut complètement modifier notre logiciel et notre approche. Donc, un acronyme qui vient d'ailleurs plus des transports en commun d'habitude et qui du coup devient de plus en plus utilisé dans l'automobile. Donc on modifie complètement nos organisations en termes de recherche et développement. Il faut modifier aussi les créations, les plateformes qui sont la base. Vous avez vu dans notre communiqué de presse, mais d'autres constructeurs en parlent aussi, ces fameuses plateformes skateboard. Donc on est capable en fait de moduler, qui sont beaucoup moins, j'allais dire, rigides d'un point de vue ingénierie, donc qui sont beaucoup plus flexibles. Ça correspond un peu à ce que font les carrossiers finalement par rapport dans l'industrie du poids lourd, quoi. Bien sûr, sauf qu'eux le faisaient, on va dire, entre guillemets, la petite semaine. End of pipe, quoi. Voilà. Et nous, on va devoir le faire de façon industrielle. Ouais. Alors pour un groupe très, très globalisé, une des caractéristiques de Hyundai-Kia, c'est d'avoir quand même un management central qui est très, très puissant, et puis une différenciation locale qui est finalement assez tardive et finalement... On est en train de changer, je me permets de vous couper, et je reviens à ma nomination. C'est la première fois qu'on... Vous étiez directeur général jusque-là. Et qu'on nomme un local, on va dire, président de la société. C'est ça. Et quand vous regardez la stratégie qui a été élaborée donc, par Hyundai Motor Group et par notre nouveau chairman E.S. Chang, il y a une composante humaine qui est très importante. Et justement, lui, il dit, on ne peut plus aujourd'hui diriger un groupe de l'envergure de Hyundai Kia et de toutes ses filiales sans considérer de la décentralisation et sans donner du pouvoir. C'est un changement assez colossal, parce que moi je me rappelle avoir été invité aux 40 ans de Hyundai il y a quelques temps à Séoul. Voilà. J'avais l'impression d'être au cœur d'une machinerie et que les US comme l'Europe, c'était quand même relativement loin pour eux. Et donc ça, c'est colossal comme changement. Et c'est un changement très important, qui est pareil, c'est un changement culturel. Ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais on est en train de le mettre en place. Donc on donne plus de pouvoir aux régions, on donne plus de pouvoir au local, parce qu'on sait qu'on peut avoir la meilleure plateforme du monde centralisée, etc. On ne peut pas tout faire d'un pays, c'est impossible. C'est trop compliqué, c'est trop complexe. Donc en fait, vous décrivez un peu un changement de paradigme. Ça veut dire qu'il va y avoir de nombreuses séries plus petites de production. Donc est-ce que pour vous, la mass production, qui était quand même l'alpha et l'oméga de l'industrie automobile, parce que c'était la seule façon de tenir les coûts, c'est fini ? Non, c'est pas fini, parce qu'il faut identifier en fait... On n'ira pas dans n'importe quel marché ou un marché qui va représenter 200 unités dans le monde entier. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Donc on va dire qu'il faudra quand même une certaine masse critique. Mais vous avez raison, on revoit toute la production en amont, tous les développements, etc., pour pouvoir être rentable sans nécessairement considérer des séries qui se chiffrent en millions de plateformes ou en millions de voitures. Donc c'est ça toute la difficulté pour les constructeurs. Enfin, l'autre dimension centrale dans une optique comme celle-là, c'est la dimension commerciale. D'habitude, on a un réseau qui est là pour pousser du métal dans les mains, essentiellement des particuliers, éventuellement des entreprises. Est-ce que ça veut dire que le réseau peut être impliqué dans ces on-purpose vehicles ? Oui, moi je veux garder le réseau au centre du jeu. Donc certains constructeurs vont peut-être avoir une approche différente. Moi je considère que le réseau doit rester au centre du jeu et que le réseau a toujours une énorme valeur ajoutée. Et la centralisation à outrance ne marche pas. C'est mon point de vue. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au centre du jeu, j'ai exactement le même fonctionnement en 2022-2023 avec le réseau que ce que j'avais en 2017 ou 2015. Donc on va aussi revoir fondamentalement la façon de travailler avec les réseaux. Et ça, on est en train de le faire. On n'a pas de recette tout écrite. On est véritablement, c'est ça qui est aussi intéressant, on est les acteurs, on est les architectes de notre nouveau développement. Et donc, on est en train de le faire.
Il nous reste quelques minutes pour parler des modèles Oui. de Kia. Alors, les futurs, on les découvrira, hein, les futurs modèles construits sur mesure. Est-ce qu'on peut peut-être s'imaginer des modèles type l'Ami de Citroën, ce genre de choses, ou est-ce que ce sera vraiment plus une voiture classique entre guillemets, nouvelle pour faire du VTC, Pas de commentaire. ce ne sera pas ce type-là a priori. Bon, J'ai pas de on verra plus tard. Bon, ok. Alors, ce qui existe déjà, ce sera plus simple pour vous. Le succès notamment du e-Niro en 2020, et puis du coup, toute cette gamme électrifiée présente déjà. Nous, on a investi, on va dire, dans la mobilité électrique depuis fin 2014. Ouais. Je considère aujourd'hui qu'on a un véritable avantage concurrentiel. On est parmi les seuls constructeurs généralistes à être capables d'avoir des voitures qui ont des autonomies électriques de 450 km en norme WLTP. Ouais. En ville, vos collègues ont testé les voitures et donc on arrive à des autonomies en ville de 500 km. Sur autoroute, où c'est, on va dire, le pire scénario pour une voiture électrique, on est les seuls à faire Paris-Bruxelles à 130 km/h avec Tesla. Donc on a véritablement un avantage concurrentiel, on a une efficacité énergétique qui est d'ailleurs reconnue par tout le monde. Et ça va continuer. On en a bénéficié avec le Niro, qui est notre première vente. Je le disais tout à l'heure, en commande. Depuis le mois de juin, c'est notre premier véhicule vendu. Donc la version 100% électrique. La version 100% électrique. Oui, c'est ça. Et donc il y a aussi d'autres modèles hybrides rechargeables. On a commencé la vente de véhicules électriques. Maintenant, on fait aussi des véhicules plug-in hybrides, on fait des hybrides, etc. Aujourd'hui, si vous avez deux façons de définir l'électrification. On va dire il y a une façon grand public qui dit je prends tous les véhicules électrifiés, y compris les hybridations légères, qui entre nous ne sont pas des vrais véhicules électriques. Moi, je dis que pour définir un véhicule électrique, on va partir d'un véhicule qui est capable de se mouvoir à la force de sa batterie. Ouais. Qui est au moins un peu de 100% électrique. Donc si je prends les hybrides légères, l'année dernière, c'était 39% de nos ventes. Si j'enlève l'hybridation légère, c'était 25% de nos ventes. Donc on est déjà très en amont, très en avance par rapport à nos concurrents. Et cette année, on devrait être donc, sur les véhicules hybrides, plug-in hybrides et électriques, ça devrait représenter facilement une Kia sur 3 en France. Alors la question que tout le monde se pose, c'est évidemment, est-ce que ce trend qu'on a vu se décimer très clairement sur l'année 2020 va survivre à la baisse des aides? Et est-ce que les profitabilités finalement assez enviables réalisées par les constructeurs cette année sur ces gammes-là, elles survivront elles aussi à ce monde qui s'ouvrira peut-être dans 3 ou 4 ans où les États et les collectivités arrêteront d'aider les acheteurs à acquérir ces véhicules hybrides rechargeables et plus encore électriques à batterie? Alors, la crise actuelle, elle a beaucoup de points noirs, mais elle a aussi quelques points positifs. Pour la première fois, le gouvernement nous a donné de la visibilité sur la sortie des bonus électriques ou plug-in. Et honnêtement, ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Donc, 7 000 cette année, 7 000 jusqu'à fin juin, ensuite on passe à 6 000, ensuite on passe à 5 000, je parle pour les clients particuliers. Voilà. Donc, on commence à avoir une visibilité. Donc, le gouvernement accompagne véritablement la montée en puissance des véhicules électriques, les économies d'échelle qu'on va réaliser, et à un moment donné, quand les bonus vont vraiment baisser, le prix des voitures le prix des voitures ne changera pas fondamentalement, mais c'est plus la profitabilité des constructeurs derrière qui va changer. Certains constructeurs perdent de l'argent aujourd'hui sur les électriques, d'autres en gagnent, d'autres sont neutres. Demain, je pense que les constructeurs seront de plus en plus profitables et pourront reconstituer leur marge. Maintenant, l'acceptation par les clients, quand vous regardez les études marketing qui ont été sorties un peu partout en Europe, on a interrogé les clients qui roulent en véhicule électrique, il n'y en a pas un qui veut revenir en arrière. C'est 1%. Ouais. Il n'y en a pas un. Ouais. Donc tous ceux qui ont touché à l'électrique disent, attendez, moi, c'est super, quoi. Oui. C'est un couple phénoménal, c'est silencieux. Au feu rouge, je m'amuse. J'accélère comme une moto. Il n'y a quand même pas de passage à la pompe, quoi. Voilà, le passage, c'est quand même pas très excitant aujourd'hui d'aller faire le plein dans une station de service. Aujourd'hui, les gens rechargent leur véhicule électrique à domicile. Pour ceux qui ont des véhicules électriques, dans la grande majorité, ils rechargent à domicile. Ouais. Donc honnêtement, c'est génial. Hein.
Donc il y a beaucoup d'avantages. Et donc ces clients-là, selon nous, ne reviendront pas en arrière. Donc même si demain les aides baissent, je ne pense pas que les clients changent de comportement. Et puis de toute façon, le législateur aujourd'hui nous pousse à promouvoir de plus en plus le véhicule électrique. Quand le législateur annonce des baisses de CO2 au niveau Europe en 2030 de moins 37,5%, c'est ingérable avec des véhicules conventionnels. C'est impossible. Eh bien, c'est toutes ces évolutions que l'on va suivre. Et merci d'avoir été sur ce plateau, Marc Friedrich, président de Kia France. Merci à tous les deux. Et à bientôt sur Mobility TV.